La deuxième chose, moi j'entends ça m'amuse beaucoup, de dire que je suis un complotiste et que je vois des complots partout, parce que je dis que, vous savez, il faut se méfier. Partout où on manie des sommes colossales d'argent, il y a un risque de corruption. Il faut être un enfant pour ne pas savoir ça. Moi qui aime la culture classique, si vous voulez, la fin de la République explique ça exactement dans ses moindres détails. C'est comment la corruption a mis fin à la République romaine. Et là, il y a un scientifique de grande qualité qui a fait un travail sur l'histoire de la corruption avec l'industrie pharmaceutique et les sciences médicales. Je vous conseille de le lire en entier, si vous pouvez, ça doit pouvoir être traduit facilement sur Internet. Mais surtout, il mentionne 2 études. Je vous ai mis une des 2 sur de la Cochrane Library, qui a analysé, pareil, 8000 articles pour regarder quand on fait la même étude à propos du même médicament, qu'une fois c'est payé par l'industrie pharmaceutique et qu'une fois ça n'est pas payé par l'industrie pharmaceutique ou des gens qui ont des liens d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique, eh bien, quand on regarde plus des 8000 essais, dans toutes les dimensions, quand il y a un financement par l'industrie pharmaceutique, vous multipliez par 1,27 le risque d'avoir des conclusions favorables. Et la conclusion est que, quelle que soit la qualité de l'étude, vous n'arrivez pas à le détecter par vous-même. Parce que, en apparence, les résultats sont parfaitement ordonnés. Quel que soit le niveau de qualité présenté, vous avez un biais, pour mettre simplement les choses, et donc vous retrouverez ça dans cet article. À chaque fois qu'il y a un essai qui est financé par l'industrie pharmaceutique, vous créez un biais en faveur du produit de l'industrie pharmaceutique qui le finance. Et dans la plupart des cas, vous êtes incapable de détecter où est ce biais. Et nous avons fait exactement la même chose avec Mathieu Millon, sur un papier qu'on peut trouver aussi sur notre DOI et qu'on est en train de l'envoyer. Si vous êtes financé ou si vous avez des liens d'intérêt avec Gilead, l'hydroxychloroquine marche 2 fois moins souvent que si vous n'avez aucun lien d'intérêt avec Gilead. Et vous avez une deuxième chose qui est très intéressante, qui est sur le papier Co19, sur le site Co19, vous avez, eux trouvent un biais extrêmement significatif avec le fait d'être américain ou de ne pas être américain. Donc si vous êtes américain, vous êtes contre l'hydroxychloroquine. Si vous n'êtes pas américain, vous trouvez que l'hydroxychloroquine marche. Donc voilà des biais que l'on peut parfaitement analyser dès que l'on a suffisamment de données, qu'on a la curiosité de faire de la science plutôt que des affirmations en tapant sur la table et en disant qu'on a raison. Eh bien, on voit très bien où sont les biais. C'est très facile. Il suffit de regarder la littérature pour ceux qui s'y intéressent. Après, ceux qui parlent de science sans lire de la science et qui donnent leur opinion comme si c'était l'état de la connaissance, se pervertissent eux-mêmes, ils pervertissent leur esprit. Est-ce qu'on a dans l'histoire récente des exemples de corruption de cette nature qui auraient pu être poursuivis, qui auraient été bien identifiés ? Déjà, je pense qu'il y en a une qui aurait dû être poursuivie, c'est que Gilead a réussi à vendre 1 milliard d'un médicament dont l'OMS disait qu'il ne servait à rien. Donc je ne sais pas pourquoi l'Europe a fait ça, je ne sais pas pourquoi le parquet financier ne s'empare pas d'une chose pareille, parce que je trouve ça étonnant. Mais oui, bien sûr, Pfizer a été poursuivi pour avoir dissimulé des résultats négatifs. En Chine, AstraZeneca et Pfizer ont été poursuivis. Ensuite, l'exemple que tout le monde connaît par cœur, c'est celui du tabac, qui a financé d'une manière extraordinaire des fausses études pour montrer que le tabac était bon. Là aussi, les États-Unis ont joué un rôle terrible, il faut dire là ici, encore une fois, Noam Chomsky, dans les accords de l'OMC, en obligeant l'Inde à acheter du tabac américain. Enfin, donc, si vous voulez, moi je veux bien que les gens découvrent brutalement la nature humaine, la nature de la corruption et la nature de l'argent à ce niveau-là. Mais enfin, tout ça n'est aucunement une surprise, ni pour l'industrie pharmaceutique, ni pour les autres industries. C'est comme ça. Donc, le problème, c'est d'ailleurs pas tellement leur problème à eux. Le problème, c'est comment les États prennent des mesures pour avoir un minimum de contrôle
de ce mécanisme-là, y compris dans les industries pharmaceutiques. Vous verrez, si vous lisez ce livre sur l'épistémique corruption, les gens de l'industrie pharmaceutique ont l'habitude de devenir familiers, voire amis, avec les leaders d'opinion. Et donc c'est beaucoup ce qui s'est passé. Quand on voit, finalement, si vous avez été invité 4 fois dans un congrès, vous avez mangé 5 fois avec des gens qui vendent des médicaments, même si on ne vous donne pas de l'argent directement, vous avez créé des relations qui sont des relations anormales, et donc vous avez perdu votre lucidité dans ces réactions anormales. Donc il faut y faire très attention, ça existe, ça existera toujours, ça fera partie de la nature des relations humaines, et donc il faut créer les moyens pour que ça ne dépasse pas, ça ne fasse pas prendre un risque pour la société ou pour sa santé, parce que ça empêche le développement de stratégies qui soient des stratégies utiles.